Donc, tout d'abord, je tenais à remercier vivement Respifil et la Fondation du Souffle pour avoir financé ce projet dans le cadre d'un appel à projet l'année dernière. Ce projet n'a pas encore commencé, mais je vais vous expliquer pourquoi on va le faire et comment ça va se passer. Donc, voici mes liens d'intérêt. Il faut savoir que jusqu'à il y a peu de temps, les traitements qui étaient disponibles pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire ciblaient les trois voies majeures de la dysfonction endothéliale qui étaient impliquées dans la genèse de l'hypertension artérielle pulmonaire, à savoir la voie du NO, la voie de l'endothéline et la voie de la prostacycline. Et puis maintenant, il y a une quatrième voie qui est la voie du TGF-bêta qui est ciblée de manière spécifique par les inhibiteurs de signalisation de l'activine. Donc cette voie du TGF-bêta, elle fonctionne comme une balance avec deux branches. Il y a la voie qui est médiée par BMP qui va avoir une action antiproliférante et la deuxième branche qui va être médiée par les récepteurs 2A et B de l'activine qui va avoir une action, elle, proproliférante. Que se passe-t-il dans l'hypertension artérielle pulmonaire? La branche qui va être médiée par BMPR2, elle est dysfonctionnelle et du coup, il va y avoir un déséquilibre de la balance et en conséquence, la prolifération va augmenter. Si on donne du sotatercept, qui est un piège à ligand qui va se lier spécifiquement à l'activine, au GDF, on va du coup empêcher les ligands d'entrer dans la voie de signalisation médiée par les récepteurs 2A et B de l'activine. Et donc on va rétablir cette balance et par conséquent, on va retrouver la parfaite homéostasie vasculaire qu'on a chez les sujets sains. Le sotatercept a fait l'objet, comme vous le savez, de plusieurs publications dans le New England ces dernières années, avec notamment des essais de phase 3, donc l'essai Stellar, qui s'est intéressé à des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire. Ce qui est vraiment particulièrement intéressant, c'est que tous les patients étaient traités tels que c'est recommandé dans les guidelines, et donc les patients étaient soit en bithérapie, soit en trithérapie, notamment au traitement médical maximal. Et malgré cela, quand on rajoutait le sotatercept, il y avait un réel bénéfice, notamment sur le critère de jugement principal qui était ici la distance parcourue au test de marche, mais c'était également vrai sur les critères de jugement secondaire, notamment l'amélioration fonctionnelle, l'amélioration des biomarqueurs, le délai avant aggravation et puis également sur des critères hémodynamiques. Plus récemment, il y a l'essai Zénith qui a été publié, également un essai de phase 3, mais qui s'intéresse maintenant à des patients qui ont un profil beaucoup plus sévère. C'était des patients qui étaient à haut risque de mortalité, donc souvent des patients les plus sévères qu'on a dans nos services. Là encore, des patients qui étaient déjà traités, et là encore, des résultats positifs avec une diminution du temps avant aggravation, avant décès, transplantation, aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire ou hospitalisation. Donc des résultats très positifs qui ont du coup amené à discuter ce traitement de l'algorithme thérapeutique. On va y revenir. Si on regarde ce qui a été publié concernant la tolérance de ce traitement, l'année dernière à l'ATS, il y a ce travail qui a été présenté qui reprend les données de tolérance dans les essais publiés, Pulsar, Spectra, Stellar, les phases d'extension. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette présentation? C'est qu'il y a des événements hémorragiques qui surviennent sous sotatercept. Ça concerne plus d'un patient sur deux. 58% des patients exposés au sotatercept dans le cadre de ces études vont avoir des saignements, principalement des épistaxis dans 2/3 des cas, mais on a également deux types de saignements, parfois des saignements digestifs. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a des événements indésirables qui sont plus rares, tels que les épanchements péricardiques, mais qui peuvent être potentiellement sévères. 2% des patients exposés au sotatercept vont présenter un épanchement péricardique. Au total, 8% des patients vont devoir arrêter le sotatercept en raison des effets secondaires présentés. Donc ça, ce sont les données issues des études. Mais si on regarde les données de vraie vie, on va avoir des résultats assez similaires, avec notamment des saignements digestifs qui vont être rapportés dans la littérature. On a plusieurs équipes qui ont rapporté ça. Alors il faut savoir que ça semble un peu plus fréquent chez les patients qui ont déjà des prédispositions, notamment des sclérodermies, qui sont donc plus à risque d'avoir des saignements digestifs. Et les saignements digestifs sont en rapport avec des angiodysplasies. Certaines ont nécessité des artérioembolisations.
Deuxième type d'événement, d'effet secondaire qui est rapporté dans la littérature par une équipe américaine, mais également par des équipes européennes, allemandes et françaises, où on a rapporté des dilatations intravasculaires pulmonaires, donc qui vont se manifester par une hypoxémie qui survient sous sotatercept, avec à l'échographie, avec épreuve de contraste, un shunt intrapulmonaire qui va être identifié. Donc on a des effets secondaires qui peuvent survenir sous traitement. Donc si on regarde l'algorithme thérapeutique tel qu'il est proposé lors du dernier World Symposium dédié à l'hypertension pulmonaire, donc pour les patients atteints d'HTAP, au cours du suivi, s'ils ne sont pas aux objectifs thérapeutiques, il est recommandé de faire une escalade thérapeutique et notamment le sotatercept intervient pour toutes les classes de sévérité quand on n'est pas aux objectifs thérapeutiques. Donc où est-ce qu'on est aujourd'hui? On en est là. On a un groupe de patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, qui ne sont pas aux objectifs thérapeutiques et qui vont être traités d'une manière assez similaire avec des traitements combinés. Certains vont avoir une très bonne réponse au traitement et certains vont avoir une réponse uniquement partielle ou alors développer des effets secondaires. Donc ce travail, comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'intéresser à des biomarqueurs. Donc un biomarqueur, qu'est-ce que c'est? C'est un marqueur biologique qui va être le reflet d'un état médical, d'un état physiopathologique ou d'une réponse à une intervention. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un biomarqueur, il doit être dosé de manière fiable et reproductible. On peut soit le doser dans un tissu, donc ça nécessite une biopsie, soit ça peut être un biomarqueur circulant qu'on peut doser dans le sang. Et puis, il y a trois types de biomarqueurs. Soit on va utiliser les biomarqueurs pour nous aider à faire un diagnostic, soit pour aider à prédire un événement ultérieur, par exemple un décès, ou alors pour essayer d'identifier quels patients vont répondre à un traitement ou quels patients vont développer un effet secondaire. Et nous, dans ce travail, on va s'intéresser aux biomarqueurs circulants, donc dosés dans le sang, avec pour idée d'identifier des biomarqueurs théranostiques capables de prédire la réponse au traitement et la survenue d'effets secondaires ultérieurs. Donc, en utilisant des biomarqueurs type protéines, donc on va s'intéresser aux protéomes, c'est-à-dire les protéines circulantes dans le sang. On a déjà réalisé un premier travail qui s'intéressait à l'effet du sotatercept sur le protéome. C'est un travail qui avait été réalisé en collaboration entre la France et une équipe allemande, des patients traités soit par placebo, soit par sotatercept. Et sur les 3000 protéines analysées, on avait identifié qu'il y avait 52 protéines qui changeaient spécifiquement sous sotatercept et pas sous placebo, avec des modifications qui intervenaient sur la voie de BMP9, BMP10, mais également sur la voie de l'inflammation. Pendant mon travail de postdoc à l'Imperial College à Londres, j'avais également réalisé un travail qui s'intéressait à la protéomique. Donc on a analysé d'un côté un groupe de patients avec une hypertension pulmonaire, tout groupe confondu, et d'un autre côté des patients, enfin pas des patients, justement des sujets contrôles qui n'avaient pas d'hypertension pulmonaire, soit des sujets sains, soit des patients adressés pour une suspicion, mais le diagnostic avait finalement été réorienté vers un autre diagnostic. Ce qu'on a analysé, c'est donc l'analyse protéomique de tous ces patients et on a, dans un premier temps, identifié la signature protéomique associée à un diagnostic d'hypertension pulmonaire, quel que soit le groupe. En se basant sur ce sous-groupe de protéines, on a réalisé une analyse en cluster de manière non supervisée. Ça signifie qu'on a regardé le profil protéomique des patients et on a essayé d'identifier des groupes, et ça en étant complètement aveugle de la sévérité de l'hypertension pulmonaire ou du devenir ultérieur, c'est-à-dire les décès. On a identifié 4 clusters et ce qui est intéressant, c'est que ces 4 clusters, ils étaient complètement reliés à la survie des patients. On a des patients qui avaient un bon pronostic et d'autres un moins bon pronostic. On a validé nos résultats dans 2 cohortes indépendantes, notamment françaises et une autre cohorte anglaise. Et on a aussi montré que le changement de cluster au cours du temps était associé à un changement sur la survie. Ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'étude qui s'est intéressée à regarder quelles voies de signalisation vont être impliquées pour chacun des clusters. On a fait des analyses d'enrichissement et ce qu'on a trouvé, c'est que certains patients avec le profil de sévérité les plus élevés, avec un pronostic le plus sombre, certains patients vont avoir la voie de signalisation du PDGF qui va être surexprimée et les patients qui ont, eux, la survie la plus altérée vont avoir une surexpression de la voie du TGF-bêta. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifierait, en tout cas c'est une hypothèse, que certains patients pourraient bénéficier spécifiquement du sotatercept et d'autres plus d'un autre traitement qui sont actuellement en cours d'analyse.
Donc tout ça pour arriver enfin au projet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les biomarqueurs théranostiques du sotatercept. Donc cette étude va être réalisée donc, au sein de l'unité INSERM 999, au sein de l'équipe 1, avec 50 patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire inclus, tous traités par sotatercept. Et l'idée, c'est que on a analysé et prélevé des échantillons sanguins avant l'introduction du sotatercept, avant la première injection de sotatercept, et également 4 à 6 mois après l'administration de sotatercept, donc les patients exposés au sotatercept. Ce qu'on va chercher à identifier, c'est des biomarqueurs qui sont capables de prédire l'efficacité du traitement. Donc pour cela, 4 à 6 mois après l'introduction du sotatercept, on va répéter les mesures classiques, à savoir le cathétérisme cardiaque droit, le test de marche de 6 minutes, biomarqueurs usuels tels que le BNP. Donc tout ça pour prédire l'efficacité du traitement. Et on va également chercher à identifier les effets secondaires, quels biomarqueurs peuvent nous aider à prédire la survenue d'effets secondaires. Donc on va réaliser des échographies cardiaques à nos patients pour rechercher un épanchement péricardique. Évidemment, on va colliger la survenue de saignements, que ce soit des épistaxis, que ce soit des saignements digestifs ou alors juste des télangiectasies au niveau cutané. Et enfin, on va rechercher l'hypoxémie et notamment les chintes intrapulmonaires s'il y a hypoxémie. Donc c'est vraiment l'objet de ce travail. En pratique, où est-ce qu'on en est? On a fini les inclusions, donc on a nos 50 patients qui ont déjà eu leur premier prélèvement dans le cadre de la cohorte Actibio. Donc on a nos échantillons sanguins. On est en train de les suivre. L'analyse protéomique, elle va être réalisée avec l'aide de la plateforme Olink. Donc, on va mesurer plus de 3000 protéines de manière simultanée sur un échantillon sanguin. En termes d'analyse statistique, on va faire des analyses de régression logistique qui vont être corrigées pour les analyses répétées, puisqu'on mesure plus de 3000 protéines. Donc, il faut éviter tout ce qui est biais d'analyse. Et on va utiliser une deuxième approche qui est un lasso, qui va nous permettre d'avoir deux approches différentes pour arriver au même résultat, pour augmenter la validité interne de notre analyse. Une fois qu'on aura identifié des biomarqueurs d'intérêt, on refera des analyses plus quantitatives à l'aide de la méthode ELISA. Et enfin, on a la cohorte allemande qui nous avait servi à la première analyse sur une quinzaine de patients qui nous servira de validation externe pour notre travail. Donc, quel est le but de cette recherche? C'est d'arriver à la médecine de précision dans l'hypertension artérielle pulmonaire, donc de bien phénotyper nos patients, notamment en utilisant l'analyse protéomique. Le but, c'est de donner le bon traitement au bon patient pour avoir pour chaque patient une bonne réponse au traitement et surtout pas d'effets secondaires. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie encore Respifil et la Fondation du Souffle pour cette bourse. Merci beaucoup, Athénaïs, pour cette présentation. Une question? Oui, merci. Alors, c'est pas du tout ma partie, Jacques Carrello. Pas du tout ma partie, en dehors de l'aspect theranostique, comme vous l'avez très bien expliqué, la différence entre un facteur pronostique et prédictif, extraordinairement naïve. Pourquoi vous n'utilisez pas, peut-être que vous n'y avez pas accès finalement, les plasmas des essais thérapeutiques? Parce que toute la difficulté, c'est de ne pas avoir un bras placebo et un bras thérapeutique. Je suis désolé de poser cette question-là. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait faire, entre guillemets. C'est-à-dire partir effectivement de l'essai thérapeutique avec un bras placebo et un bras thérapeutique. Et puis, dans un deuxième temps, dans votre corps prospective, pouvoir prouver que c'est bien prédictif de l'événement. Voilà. Vous avez entièrement raison. Vous pensez bien qu'on a cherché à avoir accès à ces prélèvements, que ça a été refusé. Il faut bien comprendre que pour les laboratoires, l'intérêt, c'est de diffuser le médicament au plus grand nombre et pas de montrer qu'il n'y a qu'une petite proportion qui va répondre précisément au traitement sans effet secondaire. Donc, je comprends bien leur point de vue. Ce n'est pas leur intérêt de nous aider à faire cette étude. Si j'avais pu, je l'aurais fait avec grand plaisir. Je vous laisse leur expliquer. David. Dans l'analyse, trouver le meilleur traitement, c'est le traitement. Trouver le meilleur traitement, c'est probablement trouver le traitement qui est le plus efficace avec le moins d'effets secondaires. Mais est-ce qu'on peut imaginer, selon toi, que certains effets secondaires soient des marqueurs d'efficacité du traitement? C'est-à-dire que si on saigne du nez, c'est peut-être parce que le traitement marche et qu'on a un effet sur la vascularisation. Et comment on analysera ça dans l'étude? Les télangiectasies, c'est pareil. On pourrait imaginer que c'est parce qu'on est très efficace sur la vascularisation que ces complications arrivent.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour les télangiectasies, l'épistaxis, probablement que ça montre l'implication sur la voie de BMP9. Donc, c'est un marqueur justement du traitement. On va analyser de manière séparée en fonction du type de survenue d'effets secondaires. Je pense que ce n'est pas la même chose d'avoir un shunt intrapulmonaire que d'avoir un saignement digestif ou un épanchement péricardique. Donc, effectivement, là, j'ai montré de manière globale, mais on va effectivement faire des sous-analyses en fonction du type d'effets secondaires, bien évidemment.